Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis avec Dan Shelley et Anne Thérault de vous accueillir pour ce webinaire qui va restituer donc notre enquête de maturité sur les dispositifs de gouvernance de qualité des données pour le secteur assurance en France. C'est notre seconde édition, donc ça va donner une dimension supplémentaire à cette analyse puisqu'on va pouvoir comparer les différentes occurrences et nous allons donc nous présenter. Je vais laisser la parole à Dan. Bonjour, bonjour à tous. Dan Shelley. En fait, je suis associé au sein du cabinet Mazars et j'interviens plus spécifiquement au niveau du conseil au secteur assurance. Bonjour, je suis Anne Thérault, responsable du Data Office du groupe Matmut, en charge de la qualité des données. Et moi-même, donc Badis Matala, CEO et fondateur de Qualitad, éditeur de logiciels que nous allons présenter juste après. Alors, ce qu'on peut juste simplement vous présenter rapidement nos entreprises. Donc, Mazars, c'est un groupe international qui est complètement intégré et spécialisé dans tout ce qui est audit, fiscalité, conseil. On intervient dans 90 pays et territoires à travers le monde. Voilà. Et donc, j'interviens plus spécifiquement sur l'activité conseil au secteur assurance. Et de notre côté, donc Qualitad, qui est un éditeur français de solutions digitales. Nous sommes pionniers dans la gouvernance et la qualité des données, tout secteur et tout cas d'usage. Nous avons également une suite logicielle autour de la gestion des risques, du contrôle et de l'audit interne, ce qui permet finalement d'avoir une vue transversale entre les risques de l'entreprise et le niveau de qualité des informations. Nous sommes l'un des rares à proposer cela. Et nous accompagnons donc une quarantaine d'organisations sur de nombreux cas d'usage, métiers ou techniques. Alors, pour vous présenter notre méthodologie et les profils des répondants, donc nous avons réalisé cette étude quantitative sur le second semestre 2021. Nous avons 24 répondants qui ont participé à l'enquête. Ce qui est intéressant, donc, c'est de voir qu'en 2020, c'était 16. Nous sommes sur une belle progression. Le questionnaire est en ligne avec des interviews complémentaires qui sont réalisées. Et en termes de répartition d'acteurs et de répartition de chiffre d'affaires par acteur, nous sommes sur une vue assez exhaustive puisqu'on constate qu'on a toute taille d'organisation et également en termes aussi de métiers puisqu'on a des sociétés d'assurance, des mutuelles et des groupes de protection sociale. Nous avons également une direction générale qui a répondu directement à l'enquête. En fait, c'est un ré sur heure. Je pense que c'est un petit loupé sur la slide. Alors, ce qu'on peut vous dire, peut-être pour démarrer sur le contexte, on a essayé d'évaluer les facteurs d'influence et impact. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous lire les questions et puis de vous indiquer un petit peu ce qui ressort et ensuite de partager avec vous l'analyse qu'on a fait et puis que vous pouvez retrouver des diffusions en fait des résultats du benchmark. Simplement, à la question, selon votre appréciation, quels sont les facteurs qui poussent votre organisation à investir dans la mise en place d'un dispositif de gouvernance et de qualité des données, on voit que tous répondent la mise en conformité réglementaire et arrive très rapidement, toutefois, le pilotage et la prise de décision. À la deuxième question qui était « Avez-vous identifié les impacts potentiels de la qualité des données sur les reportings réglementaires erronés, sur le pilotage de la rentabilité, sur la prise de décision erronée ?» En fait, on voit aussi l'importance qu'a la qualité des données, tout simplement, sur deux notions que sont les reportings réglementaires et le pilotage de l'entreprise. Alors, ce qu'on a noté en termes d'analyse, tout simplement, c'est que la mise en conformité réglementaire demeure le facteur dominant quant au choix d'investir dans un dispositif de gouvernance et de qualité des données. Toutefois, si jusqu'à présent l'optimisation des processus existants influençait également grandement ce choix, force est de constater que face au contexte de crise actuelle, les organisations souhaitent désormais améliorer en priorité leur pilotage et leur prise de décision, ainsi que de développer l'exploitation innovante de leurs données. Ça a été précisé dans 50% des cas. Et ce, d'autant plus que la qualité des données impacte en priorité pour les répondants le pilotage de la rentabilité ainsi que les reportings réglementaires. Donc voilà, on a démarré sur le réglementaire et aujourd'hui, en fait, les acteurs vont davantage sur le pilotage et sur l'utilisation innovante, donc orientée business d'ailleurs, de plus en plus des données.
Alors, sur la structuration et de tout ce qui est documentation clé, 3 questions ont été posées. Avez-vous une idée du nombre total des outils applicatifs au sein de votre organisation? On voit que on a majoritairement On s'excuse, il y a un petit bug technique. plus de 100 outils qui ressortent sur ce camembert qui décrit votre système, notamment la cartographie applicative. Le but étant de disposer d'une vision exhaustive des outils applicatifs qui stockent vos données. On voit que 83% des acteurs, des répondants, ont répondu oui. Et à la question, le défaut de qualité de données est-il un risque significatif dans votre cartographie des risques? On voit que ça ressort dans 79% des cas. Donc oui, pour 79% des acteurs. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que la structuration interne des organisations, dans sa définition et son fonctionnement, joue pour beaucoup dans la difficulté ou non du déploiement d'un dispositif de gouvernance et de qualité des données. Pour la grande majorité des répondants, le risque de défaut de qualité des données est qualifié de significatif dans leur cartographie, ce qu'on voit avec les 79% ici. Preuve, s'il en est, de la place grandissante du sujet de la data au sein des entreprises, qui est bien sûr, et notamment puisqu'on parle du secteur de l'assurance, vraiment la colonne vertébrale en fait des acteurs de l'assurance. Par ailleurs, et en cohérence avec ce constat, 83% des entreprises interrogées indiquent disposer d'un bon niveau de documentation de leur SI. Toutefois, un quart d'entre elles déclarent également ne pas avoir une idée précise du nombre total de leurs outils applicatifs. C'est ce que vous voyez sur la première slide avec les 25% de ne se prononcent pas. Ces sociétés n'ont donc pas la possibilité de disposer d'une vision claire et exhaustive du cycle de vie de leurs données, ainsi que des applicatifs concernés. Or, cela constitue un prérequis essentiel à l'implantation et à l'automatisation du dispositif de gouvernance et de qualité des données. Alors peut-être une réaction d'Anne? Oui, merci Dan, merci Badis. Effectivement, ce que je peux dire, c'est que la conformité réglementaire et notamment le respect des exigences liées à Solvabilité 2 sont effectivement des préoccupations majeures des sociétés et mutuelles d'assurance comme la Matmut. Et que la réponse, elle passe à mon sens par la mise en place alors d'un dispositif complet et comprenant le volet de la documentation des applications composant le système d'information qu'on évoque dans cette partie du benchmark. Alors, pour illustration, cette documentation, elle concerne plus de 300 applicatifs à la Matmut et elle représente un des piliers du dispositif de qualité des données. Alors, quand on parle de documentation, il s'agit non seulement de la rédiger, mais aussi de la mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution des applicatifs. Alors, d'un dispositif complet, je disais, et puis d'acteurs dédiés permettant de garantir la qualité des données. Alors, la qualité des données, on parlait des reporting réglementaires, mais pas que. Alors, tout d'abord parce que la qualité de ces données, elle s'entend dès la saisie des données de gestion dans le système d'information et tout au long de leur cycle de vie, jusqu'aux vues réglementaires générées. Et puis, parce que la qualité des données, elle est également structurante, à mon sens, pour répondre à d'autres enjeux. Elle nous est en effet, et en particulier, indispensable au niveau des reportings, comme le disait Dan, qui sont utilisés pour le pilotage et la prise de décision, mais aussi pour construire des modèles métiers d'intelligence artificielle qui sont intégrés dans les outils qui sont utilisés par les collaborateurs de la Matmut ou dans les processus self-care qu'on met à disposition de nos clients. Merci Anne. Du coup, on va passer maintenant au dispositif de gouvernance et de qualité des données en tant que tel, avec déjà une première réflexion sur les éléments de sensibilisation et de maturité au sens large. Donc la première question qui a été posée, c'était de demander comment était estimé le niveau de maturité dans l'organisation d'un point de vue général. Et là, on constate qu'on est à près de 41% sur un niveau avancé, élevé. Alors, c'est intéressant puisqu'on était à près de 25% en 2020. Et si à droite, lorsqu'on pose la question sur le niveau de maturité, spécifiquement sur l'usage Solvabilité 2, on voit que ça diminue légèrement pour atteindre 37% en termes de maturité avancée. Alors ça s'explique à la fois par la complexité
des processus de remontée et de contrôle des informations. Je pense par exemple aux critères solvabilité 2, puisqu'il faut être en mesure de traquer la pertinence, l'exhaustivité, l'exactitude des données exploitées, et également aussi sur la taille des organisations, puisque la maturité a été constatée moins élevée pour les organisations de taille plus restreinte, de moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, sur la seconde partie, sur le suivi dans l'organisation et la sensibilisation des collaborateurs, on constate que presque tous les répondants déclarent également avoir mis en place un dispositif documenté et piloté, près de 83% du coup. Et sur la sensibilisation, là-dessus, on est déjà à près de 58% sur une démarche globale où les répondants répondent oui sur la sensibilisation dans l'organisation, et sur le cadre S2 à près de 38%. Ensuite, si on passe du coup sur l'organisation du dispositif et des acteurs, première question, disposez-vous d'un document, donc on pense à une politique interne ou à minima une note interne ou des lignes directrices, qui définit et structure le dispositif de gouvernance et de qualité des données au sens large? Alors là, c'est un oui, clair, à près de 88%. Sur la seconde question, à droite, sur les domaines d'activité, on voit que c'est en termes de ventilation assez bien réparti, ça touche tous les métiers de l'assurance. Et sur la seconde moitié, avez-vous désigné un responsable du dispositif au sein de l'organisation? Oui, clairement, en fonction dédiée à 67%, mais il reste néanmoins près d'une société sur 4 qui ont répondu oui en fonction partagée. Enfin, envisagez-vous de nommer des référents data au sein de votre ou de vos entités? C'est un oui à près de 71%. Du coup, donc, ce qu'on voit, c'est que même si des responsables QDD n'exercent pas à temps plein à près de 25% leur fonction à temps plein, et ça peu importe la taille, elles envisagent en tout cas pour la plupart de nommer des référents data dans les organisations, ce qui confirme finalement l'importance prise sur le sujet au fil des années. Anne, je te propose de réagir sur Oui, ces de réagir à ça, bien sûr. Alors, le côté Matmut, le dispositif de qualité des données, c'est en fait la déclinaison opérationnelle de la politique de qualité des données qu'on a rédigée. Le garant de la bonne mise en œuvre de ce dispositif, c'est le Data Quality Manager, dont je porte les missions depuis octobre 2020. Et j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe qualité des données de 3 personnes et une alternante. Alors, il y a également cité un Chief Data Officer, la Matmut, qui lui porte plutôt la valorisation des données au travers notamment de data business case qui sont traités en lien avec les directions opérationnelles concernées. Alors, on parlait de référents et effectivement, il nous a semblé également indispensable de définir des référents sur la qualité des données dans les directions opérationnelles propriétaires de données. Alors, ces référents, ce sont vraiment les interlocuteurs privilégiés du Data Quality Manager et de l'équipe qualité des données sur tous les aspects du dispositif de qualité des données. Alors, ces référents, comme on le disait, ce ne sont pas des acteurs dédiés à 100% à la qualité des données. Ils ont leur fonction propre et font donc arriver à faire vivre ce réseau de référents. Et pour ce faire, nous, on l'anime notamment au travers de comités opérationnels mensuels. Et au-delà des référents qui ont un rôle important, le message qui me semble aussi important de faire passer, c'est que finalement, la qualité des données, c'est l'affaire de tous les collaborateurs, chacun à son niveau. Et c'est pourquoi on parlait de sensibilisation. À la Matmut, une des composantes du dispositif de formation à la qualité des données, ça a été la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs à ce qu'est la qualité des données déjà, notamment sous l'angle réglementaire, et à l'importance de la qualité des données. Et cette sensibilisation, elle a été réalisée au travers d'un e-learning qu'on a conçu sur mesure, donc passé par tout le monde, et il est aussi passé par tout nouvel embauché. Voilà pour l'expérience Matmut sur le sujet.
Merci beaucoup, Anne. Alors, on va poursuivre maintenant avec une vision plus opérationnelle. Donc, on s'est intéressé à la mise en œuvre des dispositifs de gouvernance et de qualité des données. Et déjà, avec ce premier panel de questions sur déjà la donnée en tant que telle et la capacité à la documenter, à la tracer. La première question, quelle maturité estimez-vous avoir concernant vos dictionnaires de données en termes de recueil, de spécification, de formalisation? On voit qu'il y a 17% des répondants qui estiment avoir un niveau de maturité avancé, mais que c'est vraiment la maturité moyenne hein, qui prime avec près de 60%. Maintenant, sur ces dictionnaires hein, qui ont été formalisés, lorsqu'on pose la question vos dictionnaires permettent-ils de tracer le cheminement de l'information dans l'organisation? C'est un oui clair à près de 67% et un non aussi à près d'une société sur 4, donc qui reste quand même assez significatif, et 8% ne se prononcent pas. Ensuite, sur l'ensemble de ces documentations, de ces dictionnaires, lorsqu'on demande en termes de volumétrie hein, combien de données stratégiques en bas à gauche ou golden data ont été référencées dans le cadre du dispositif, on voit qu'il y a clairement près d'une société sur 4 qui ne se prononce pas et qu'on est en général autour de 0 à 100 données stratégiques qui sont donc pour près de 46% qui sont documentées dans les dictionnaires. Sur le cas d'usage spécifique à Solvabilité 2, hein, sur les données qui sont entrées des moteurs de calcul S2, là-dessus, donc on est quand même, c'est assez notable, à près de 38% qui ne prononcent pas et 33% qui sont à plus de 200 données documentées. Alors ça, c'est à nuancer puisque les plus de 200 données documentées se portent en général sur les sociétés de taille très importante ou les groupes d'assurance et mutualistes. Alors, les difficultés que l'on rencontre hein, au sujet des dictionnaires de données, ça s'explique notamment par la complexité en fait à définir le nombre de données en entrée des moteurs de calcul S2, puisqu'on voit, je le répète, près de 38% ne se prononcent pas, ou encore finalement le chiffre élevé hein, de données stratégiques qui ont été listées, puisqu'on voit qu'il y a près de 33% des répondants qui référencent au moins une centaine, donc à minima 101 golden data, dans le cadre de leur dispositif général. Et je voudrais juste revenir sur le niveau de maturité des dictionnaires de données, puisque si on met en perspective en fait la question dans les slides précédents hein, qui était qu'il y avait près de 37% des répondants qui affirmaient avoir un niveau de maturité avancé sur les exigences de gouvernance et de qualité des données S2, on voit qu'il y a seulement 17% donc qui ont des dictionnaires de données à maturité avancée. Ce qui est quand même en fait assez intéressant et également à nuancer puisqu'en 2020, on était à 12% à peu près en termes de maturité avancée. Donc on voit qu'il y a quand même une progression assez intéressante. Je vais laisser la parole à Dan qui va du coup poursuivre avec la vision plus qualitative. Alors, ce qui est intéressant, on va se concentrer sur la partie référentielle de contrôle, tout ce qui est campagne et plan de remédiation. On a posé différentes questions sur le niveau de contrôle, les seuils qui étaient mis en place par les différents organismes d'assurance. Donc, la première question qui avait été posée, c'était disposez-vous d'un document qui répertorie les contrôles qui s'appliquent à votre dispositif de gouvernance et de qualité des données? On a eu oui à 75%. À combien estimez-vous le nombre de contrôles portant directement ou indirectement sur vos données réalisés à minima annuellement? On a en fait entre 51 et 200, plus de 200, donc majoritairement plus de 50% en fait pour 75%, plus de 50 contrôles pour plus de 75% des acteurs, des répondants. Et puis, on s'est intéressé plus particulièrement aux seuils de tolérance. Avez-vous défini des seuils de tolérance au niveau des contrôles? La réponse est oui pour 63%, hein, donc on a un bon 2/3 des acteurs qui répondent oui. Et sur quel élément de la détermination des seuils de tolérance est-elle faite? Il y avait plusieurs réponses possibles. Et on voit que majoritairement, on a le jugement d'experts qui rentre dans 93% des réponses et des études de sensibilité hein, qui sont du coup plus complexes à mettre en œuvre, qui nécessitent souvent l'intervention d'actuaires, qui interviennent quand même pour plus de la moitié des cas.
ce qui est quand même assez intéressant. Alors, en termes d'analyse, ce qu'on a fait, c'est aussi comparer ces données avec l'enquête de l'année dernière. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, les 3/4 des répondants confirment avoir un référentiel de contrôle. C'est les 75% que l'on voit. Toutefois, notre panel compte 26% de mutuelles. Et parmi elles, il est intéressant de noter que la moitié n'a mis en place aucun document de ce type. Or, généralement, elles estiment à moins de 50 le nombre de contrôles portant directement ou indirectement sur leurs données. Le dispositif reste donc perfectible au vu du volume de contrôle. Et d'une manière générale, on constate que le nombre de contrôles est fonction de la taille de l'entreprise. Donc, vous avez pu voir, en fait, quand on vous a présenté le panel, qu'on avait des entreprises de différentes tailles. Et donc, on a clairement un lien direct entre le nombre de contrôles et la taille des entreprises, ce qui reste quand même assez cohérent. Ce qu'on peut voir également sur la slide suivante, on a posé comme question quelle est la fréquence à laquelle vous réalisez actuellement vos campagnes d'évaluation des contrôles. Il y avait plusieurs réponses qui étaient possibles et ce qui ressort très clairement, c'est une fréquence trimestrielle, hein, plus de la moitié des acteurs. Certains encore, on a 1/5 qui sont encore sur une fréquence annuelle des contrôles, ce qui peut sembler clairement insuffisant. Et du coup, nous amène à la deuxième question. Quelle est la fréquence que vous ciblez à terme pour lancer vos campagnes d'évaluation des contrôles? Vous avez clairement 45-46% qui se prononcent sur du mensuel et le même chiffre qui se prononce également sur du trimestriel. Donc, on voit en fait que beaucoup d'acteurs ne sont pas encore satisfaits et n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière en termes de périodicité des contrôles réalisés à leur niveau. Disposez-vous d'un fichier de suivi des plans d'action ou de remédiation pour votre dispositif de gouvernance et de qualité des données? Vous avez un oui qui remplit 71% des cas. C'est important en fait, tout simplement parce que ce qui est clairement attendu, c'est derrière les contrôles d'avoir des plans de remédiation, d'avoir des plans d'action pour derrière corriger le tir en fonction des résultats obtenus. Anne, peut-être en termes de réaction? Oui, effectivement, je vais revenir sur le dictionnaire et le référentiel des contrôles. Parce qu'à mon sens, on peut maîtriser que ce qu'on connaît, ce qu'on le mesure. Et donc, dans le dispositif de qualité des données, en plus de la documentation des applicatifs que j'ai évoqués plus haut, 2 autres piliers sont assurément comme cités. Alors, pour le premier, c'est la description des données dans un dictionnaire des données et la représentation du cycle de vie de ces données au travers de linéages. Alors, à la Matmut, les travaux de documentation des données ont été réalisés avec les experts métiers et les référents qualité des données dont je parlais tout à l'heure. Alors, d'abord par périmètre solvabilité 2. Alors, les données en entrée des calculs de best estimate. Ensuite, les données en amont de ces données clés dans leur linéage. Puis les données clés en entrée des calculs du minimum de capital requis et de capital de solvabilité requis, les données en amont, etc. etc. Et puis ces travaux, bien sûr, seront étendus ensuite à d'autres cas d'usage au-delà de solvabilité 2. Ce qui fait que aujourd'hui, à titre d'exemple, notre dictionnaire il est constitué de plus de 500 données. Et comme les travaux se poursuivent, on a une cible de près de 1000 données dans les toutes prochaines semaines. Alors, s'agissant des contrôles, donc l'autre pilier, la description des contrôles de qualité des données sont réalisés par les métiers et par l'informatique. Et l'enregistrement, il y a un enregistrement des résultats de ces contrôles au regard des seuils de tolérance fixés afin de disposer d'indicateurs de qualité de ces données. Alors, le sujet, c'est qu'il y a de nombreux contrôles qui sont réalisés dans les différentes entités de la Matmut. Et donc, les travaux de référencement, en fait, ils ont consisté à l'identification des contrôles de qualité de données, mais à proprement parler, et à l'identification des données contrôlées. C'est-à-dire, finalement, faire le lien entre le référentiel de contrôle et les données référencées dans le dictionnaire des données. Aujourd'hui, ça représente 400 contrôles référencés. Ce référencement,
et puis le positionnement de ces contrôles dans le cycle de vie des données, en fait, il peut permettre d'identifier des contrôles de qualité de données réalisés par des entités différentes et finalement qui peuvent être considérés comme redondants, ou encore d'identifier des contrôles de qualité de données qui manqueraient et qui seraient à mettre en place. Voilà pour la réaction sur le sujet. Merci Anne, merci. Alors si je poursuis, on se pose également la question de savoir si les acteurs utilisent plutôt les solutions bureautiques type Excel ou équivalent, ou des solutions outillées. Et donc, 3 questions derrière qui interviennent. Quel type de solution utilisez-vous pour animer et pérenniser votre dispositif de gouvernance et de qualité des données? Et là, en fait, on voit que pour quasiment 71% des acteurs, il y a une solution outillée d'un éditeur de marché. On a toutefois encore 58,3% des acteurs qui sont sur des solutions bureautiques classiques. Et puis, un quart ont choisi en fait un développement interne du in-house dans ce cadre-là. Toujours de la même façon, on s'est posé la question estimez-vous que vos solutions sont adaptées à l'ensemble des besoins métiers et techniques pour votre dispositif? Et là, en fait, c'est intéressant puisque on voit que globalement, les acteurs sont satisfaits. Alors, globalement ou avec des fonctions manquantes, vous avez 8 globalement fonctions mineures manquantes pour 46% des répondants, 8 partiellement fonctions majeures manquantes pour 25%, donc un quart, ce qui veut dire que les éditeurs ont encore du versionning à offrir en continuant à faire évoluer les outils. Et vous avez 17% des acteurs qui répondent oui totalement. Ce qui est plutôt intéressant et un vrai challenge également pour les éditeurs de la place. Autre élément, envisagez-vous une nouvelle solution outillée pour votre dispositif de gouvernance et de qualité des données? Et vous voyez qu'en fait, vous avez donc non pour 38% des acteurs, 29% ne se prononcent pas. Par contre, vous avez 33% des acteurs qui ont soit un projet en cours, soit un projet qui devrait arriver à horizon 2 ans. Alors, justement, c'est très intéressant par rapport à l'enquête qui avait été réalisée la fois précédente, puisque on voit en fait que vous aviez en fait 31% en 2020 des acteurs, là où aujourd'hui on a 71% des acteurs qui ont choisi une solution outillée. Donc 71% versus 31%, on voit qu'il y a une vraie évolution, une vraie accélération sur le marché, une vraie prise de conscience de toute façon du sujet gouvernance et qualité des données pour la plupart des acteurs de l'assurance. Et donc nécessairement avec l'entrée de projets, nécessairement l'accélération en termes d'équipement de solutions outillées. Ce qui est intéressant également, c'est que ce chiffre est amené à évoluer dans les 2 années à venir, puisque parmi les organisations interrogées, 33%, ce qu'on a vu, ont décidé de s'outiller dans les 24 prochains mois. C'est un chiffre qui est en nette diminution depuis 2020, puisqu'on avait 75% des acteurs en 2020 qui se prononçaient dessus. Ça indique que les déploiements sont réussis et qu'il y a vraiment de nouvelles solutions qui sont mises en place, et donc l'accélération qu'on a mentionnée précédemment. Alors, autre question qui est également intéressante, sur la convergence entre les dispositifs des organisations. Envisagez-vous un chantier de convergence entre votre dispositif de gouvernance et de qualité des données et vos activités de contrôle et d'audit interne? Et là, on voit en fait que le chantier est en cours d'implémentation ou implémenté pour 37% des acteurs et que vous avez également 34% des acteurs qui ont prévu en fait ce déploiement dans les 2 prochaines années. De la même façon, envisagez-vous un chantier de convergence entre votre dispositif de gouvernance et de qualité des données et votre dispositif de conformité au RGPD? Et là, on a 39% qui ne se prononcent pas. Mais par contre, on a un chiffre qui est assez important, hein, puisqu'en fait, on a plus de 50% des acteurs qui ont soit ce chantier qui est déjà en cours, soit ce chantier qui est prévu dans les 2 prochaines années.
Et ça, clairement, on voit une nette évolution par rapport à l'enquête qui avait été menée précédemment. Et il y a une vraie accélération également sur cet aspect-là. Badis, pardon, Anne, pardon. Oui, effectivement. Alors, nous, l'expérience qu'on a faite, c'est que quand on arrive à un certain volume de données décrites dans le dictionnaire, de contrôle de qualité de données référencées et des contrôles à suivre, il faut par ailleurs, comme on disait, tracer les incidents de qualité des données, leur remédiation au travers de plans d'action. Bien, en fait, on s'aperçoit vite des limites des outils bureautiques pour maintenir ces éléments et surtout maintenir la cohérence de l'ensemble. En fait, nous, au départ, nous avions constitué le dictionnaire des données, le référentiel des contrôles et puis effectué le suivi des incidents de qualité des données sous Excel. Les linéages des données, on les réalisait sous PowerPoint. Bon, et en fait, depuis début 2020, nous avons choisi l'outil Qualidad pour piloter l'ensemble du dispositif de qualité des données. En fait, ce module Qualidad, un module Qualidad déjà dédié au RGPD était déjà utilisé par notre délégué à la protection des données. Et nous avons choisi ensuite le module pour la qualité des données. Alors, en plus d'être intuitif dans son utilisation, et donc facilement pris en main par nos référents qualité des données dans les différentes entités, ce qui est important pour nous. Cet outil permet d'assurer nativement la cohérence des éléments, la difficulté qu'on avait avec les outils bureautiques. Et l'autre avantage, c'est que l'outil Qualidad propose des indicateurs qui nous permettent de piloter notre dispositif de qualité des données. Voilà pour un retour d'expérience sur l'outillage côté Matmut. Merci Anne. Badis? Pour moi, j'avais coupé mon micro, donc j'étais en train de remercier Anne et notamment pour son retour positif sur l'exploitation. Merci Anne également. Alors, en conclusion, ce que l'on peut dire, hein, c'est que cette étude met finalement en évidence une volonté des organisations à vouloir faire évoluer leur processus, leur fonctionnement, et cela pour toujours intégrer la donnée dans leurs différents métiers et usages pour gagner finalement en performance, en compétitivité. Autre élément, si on reprend une situation un peu plus contextuelle, on voit qu'il y a une très grosse compétitivité avec les néo-assureurs notamment, qu'on sort d'un contexte de crise, enfin, je l'espère, assez rapidement, de crise sanitaire, et que le télétravail devient une norme avec une population active qui est de plus en plus connectée. Tout ça, en fait, ça implique de vouloir, d'avoir cette volonté de digitaliser et de transformer digitalement l'organisation pour arriver à cet objectif de pérenniser, de fiabiliser les systèmes et les usages. Pour les organisations, on voit l'émergence de nouveaux enjeux liés par exemple à la gestion des délégataires et plus globalement à celle des sous-traitants importants ou critiques au sens S2. Et donc, l'étude, en conclusion, fait ressortir plusieurs axes d'amélioration qui seront à exploiter pour disposer donc d'une vision claire et exhaustive du cycle de vie des informations et finalement arriver à toujours plus de formalisation et de qualité dans les dictionnaires de données, les référentiels de contrôle et développer donc les études de sensibilité pour finalement sortir de cette vision à dire d'expert et arriver plus à une vision par seuil. Donc là, je pense par exemple à S2. Je ne sais pas si Dan ou Anne souhaitent compléter. Non, juste insister sur un point parce que c'est souvent le parent pauvre des dispositifs de qualité des données, c'est toute la partie sous-traitant, puisqu'en fait on est sur un marché d'assurance qui est très connecté avec des délégataires de gestion qui peuvent gérer les sinistres, qui peuvent gérer les appels, etc. Donc vous avez beaucoup de données en fait qui transitent avec vos sous-traitants importants et critiques. Et la qualité des données va jusque là.
Il faut vraiment vous assurer que toutes les données qui rentrent, qui proviennent de vos STIC, en fait, sous-traitants importants critiques, soient également de qualité. Je pense que, je ne sais pas si Anne, tu souhaites rajouter un mot? Oui, peut-être effectivement, c'est de dire que l'idée, c'est de faire de ce qui est d'abord perçu comme une contrainte réglementaire, c'est d'en faire une opportunité. C'est de faire en sorte, nous on a essayé, c'est de faire en sorte de se positionner en matière de qualité des données, notamment en partenaire des métiers de la Matmut, pour répondre aux exigences réglementaires, mais aussi créer de la valeur. Voilà, je pense que c'est important de le préciser. Permettez-moi juste de rebondir là-dessus. En fait, plus les marges sont serrées, plus vous avez besoin d'avoir une vision fine de votre rentabilité, de vos risques, etc. Et plus la qualité des données devient essentielle en fait en termes de pilotage de l'entreprise. Donc, ça devient, on va dire, sur des marchés de plus en plus concurrentiels, ça devient vraiment un élément discriminant entre les différents acteurs pour pouvoir disposer d'une vision y compris de leur tarification, de leur pilotage, etc., fine et solide pour pouvoir justement faire face à une concurrence sur les différents marchés. Et pour rebondir aussi sur ce que tu partages, ce que vous partagez Anne et Dan, lorsqu'on parle d'opportunités, en partant donc d'un point de vue réglementaire, on en fait une opportunité. On le voit très concrètement dans plusieurs cas d'usage. Par exemple, les clôtures comptables, une meilleure fiabilité dans les informations et donc ça diminue significativement les temps de remédiation, l'optimisation des processus de production. Je pense par exemple aussi aux travaux des data scientists pour trouver de nouveaux leviers en termes de compétitivité avec finalement un travail de correction de l'information qui sera considérablement réduit puisqu'on est capable de savoir d'où elle vient, son niveau de qualité, sa documentation, sa définition. Voilà, de manière générale, les impacts, la quantification des impacts en termes d'opportunités, elle ne se fait pas en effet bing-bang, mais elle se voit avec le temps et avec les différentes équipes sur leurs différents travaux. Ça marche. On peut prendre des questions? Oui. Allez, je propose d'initier. J'ai eu l'occasion de voir la liste des questions. Alors, je te laisse. Je te laisse. Vas-y. Alors, elles sont assez nombreuses. On va peut-être pas répondre à toutes les questions. Donc, première question, peut-on voir une répartition de vos répondants par chiffre d'affaires, par taille, par employé? Cela afin de nous situer dans votre panel. Alors oui, on a déjà une répartition par chiffre d'affaires. On n'a pas demandé dans notre enquête par taille, donc par employé, par nombre d'employés. Donc l'enquête sera disponible en téléchargement sur nos sites internet respectifs juste après ce webinaire. Ce qui est intéressant, en tout cas pour les répondants, c'est qu'ils vont bénéficier d'un benchmark qui sera personnalisé donc à l'issue de cette enquête. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer concrètement l'enquête en PDF avec leur localisation en termes de maturité par rapport à l'ensemble. Donc, je fais un appel, nous faisons un appel pour la prochaine édition. En tout cas, n'hésitez pas à y participer pour bénéficier de ce type de restitution. C'est quoi pour vous? Je réponds à une seconde question et je vous laisse la main. C'est quoi pour vous donc... Vas-y, je veux bien que tu lises les questions parce qu'en fait, je ne sais pas si les gens voient mon écran. Alors, on voit le slide conclusion. C'est quoi pour vous une golden data versus une critical ou stratégique data? Alors, pour nous, dans notre interprétation, après, donc il y a plusieurs interprétations, mais en tout cas pour nous, dans le cadre de l'enquête, golden data égale données stratégiques. Donc, lorsqu'on sort du cadre réglementaire, une donnée stratégique ou golden data, pour nous, ça va être par exemple une donnée client, une donnée de performance, une donnée financière, une donnée produit, enfin tout élément décisif dans l'usage ou le métier de l'assureur. Après, juste pour compléter, Vadis, la notion de données critiques, la notion de données stratégiques est vraiment très variable d'une entreprise à l'autre. Je vois des définitions et des
caractéristiques de ce qu'on considère comme une donnée stratégique vraiment, vraiment très, très marquées, très différentes d'un acteur à l'autre. Je ne sais pas si Anne, tu souhaites compléter. Non, je pense que tout a été dit. Je suis totalement raccord sur cette partie-là de définition. Ouais, c'est vraiment très, très variable d'un acteur à l'autre. Oui, c'est vrai, oui. Effectivement, on le remarque, ça commence un tout petit peu à se normaliser puisque on acquiert une certaine maturité depuis la création des Data Office depuis 2010-2012. En tout cas, avec notre point de vue d'éditeur qui accompagnons depuis un certain temps des organisations data-driven. Donc, mais effectivement, il y a toujours cette disparité. Est-ce que, Dan, tu souhaites que je lise la question? Vas-y, ouais, je veux bien. Je pense qu'il y a une question pour toi sur la partie qualité des données. Donc, quel type de contrôle qualité des données avez-vous mis en place? Ou pour Anne? Oh, je peux prendre. Les types de contrôle de qualité des données, effectivement, je peux répondre sous différents angles. D'abord, quand on regarde un contrôle de qualité des données, on le regarde, puisqu'on a surtout fait focus sur solvabilité, donc les critères d'exactitude, d'exhaustivité et de pertinence, donc sous cet angle-là. Et ensuite, on a aussi regardé les contrôles sous l'angle, est-ce que c'est un contrôle automatique, manuel, semi-automatique, donc automatique fait complètement par le système d'information, manuel complètement fait par le métier à la main, ou semi-automatique, je sors un état et puis ensuite le métier vérifie les éléments restitués. Donc voilà, par rapport au type de contrôle, donc on peut se baser par rapport à semi-automatique, automatique ou manuel, ou encore par rapport à on en est du traitement de la donnée. Est-ce qu'on est en train d'intégrer les données dans le système d'information, donc des contrôles au moment de l'intégration? Est-ce qu'on est en train de consolider des données dans un système d'information, donc des contrôles à ce niveau-là, ou encore des contrôles a posteriori, des contrôles de cohérence entre les différentes structures, des contrôles de supervision. Donc voilà comment on a pu distinguer les différents types de contrôles sous ces angles-là. Et puis je rajouterais, merci Anne, je rajouterais que sur les contrôles de cohérence, en fait, ça peut être des contrôles de cohérence par rapport justement au seuil de tolérance dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être par rapport aux données de l'année précédente. Ça peut être, je sais pas, sur ce que j'ai vu par exemple sur des sujets de rente de retraite. Est-ce que vous avez une année qui est complètement vous avez beaucoup plus de données en fait qui correspondent à une année de naissance et du coup vous pouvez vous interroger sur est-ce que les gens n'ont pas mis en fait n'ont pas renseigné cette donnée un peu de façon forcée. J'avais eu le cas sur une mission où vous aviez, je crois que c'était l'année 2010 qui était par défaut. Et donc, vous aviez une surreprésentation de l'année 2010 qui apparaissait dans les données et c'était simplement en regardant comment se dispersait cette année en termes de population. Il y avait vraiment un pic. Badi, je te laisse peut-être répondre préciser la prochaine question. Alors oui, juste, je voudrais partager un petit point de vue sur la partie qualité des données en termes avec la parole d'éditeur de logiciels. Donc toutes les organisations qu'on accompagne sur la partie qualité des données, il y a encore à ce jour une grande partie où on se base sur des éléments déclaratifs. Puisqu'il y a un certain nombre de contrôles manuels qui sont réalisés, c'est-à-dire qu'on va formaliser dans notre solution Qualitat, donc l'ensemble des contrôles et à occurrence périodique ou ponctuelle, on va saisir les résultats, ce qui permet, donc ça c'est avec un modèle ouvert, c'est-à-dire que chacun avec ses habilitations va saisir sur son périmètre les résultats et donc à la fin on arrive à définir le niveau de qualité. Il y a néanmoins donc plutôt des grands comptes, des grandes organisations qui automatisent, qui commencent à automatiser.
avec donc la partie import automatique, c'est-à-dire qu'on va faire soit ce qu'on appelle du batch processing, soit de l'import via Excel, donc à occurrence définie donc les résultats ou même la formalisation du contrôle. Et on commence à travailler et à mettre en place donc des outils, donc des solutions connectées, donc avec des interfaçages en direct sur DSI. Ce qui permet d'avoir directement donc les résultats de qualité. Ensuite, sur la prochaine question, donc on a une question sur la partie dictionnaire de données. Donc un niveau de maturité avancée pour le dictionnaire de données correspond à quel niveau de détail? Qu'est-ce qui est spécifié en termes de métadonnées? Alors, lorsqu'on a fait des interviews sur ce point-là, pour nous, le niveau de maturité avancée signifie notamment donc, qu'il y a une définition métier qui est formalisée. Donc, ça veut dire la définition métier de la donnée. Une définition technique, on sait où elle se trouve et quelles sont les dénominations techniques et de table de l'information. La partie habilitation, on sait elle est rattachée donc à quelle entité ou service et à minima, et également, si possible, en termes d'habilitation, quel collaborateur peut y accéder, comment, etc. Et enfin, la partie donc traçabilité, c'est-à-dire qu'on est en mesure de dire d'où elle vient et où elle va. Voilà, c'est comme ça qu'on a défini le niveau de maturité avancée. Je peux laisser Dan et Anne compléter si vous le souhaitez. Par rapport à ce dictionnaire, effectivement, aujourd'hui, nous, dans notre dictionnaire, on a entre 20 et 30 champs métadonnées pour décrire une donnée. Et par rapport à ce que tu citais, effectivement, Badis, la nature de ces métadonnées. Ça représente ça, une vingtaine à une trentaine de champs à préciser pour chaque donnée. J'avais une question en fait sur comment voyez-vous la convergence entre les dispositifs QDD, le contrôle et réglementation. Si vous voulez, vous avez des plans de contrôle et des plans de conformité, des plans de contrôle de la conformité qui doivent être mis en place chez les acteurs de l'assurance, et vous avez nécessairement un lien avec les contrôles qui sont réalisés dans le cadre de la qualité des données. Ça se fait ça peut se faire via les outils. Ce qui est intéressant, typiquement un outil comme Qualitad, mais je laisserai Badis en parler, c'est que justement vous avez à la fois une solution QDD, une solution GRC qui est liée à tout ce qui est contrôle interne, conformité et gestion des risques. Et donc du coup, en fait, vous pouvez faire la passerelle, y compris à travers une application, pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Peut-être que Badis, peut-être que tu peux compléter. Oui, effectivement, déjà, donc donc on parle du secteur de l'assurance, hein, l'actif d'un assureur, c'est son information finalement. Donc du coup, sur la convergence entre la QDD et le contrôle interne de la réglementation, clairement, c'est cette capacité à pouvoir identifier les contrôles du contrôle interne et de les flaguer QDD, ce qui permet de ne pas faire un double travail, mais également de faire vivre l'ensemble en même temps, puisque souvent on peut les évaluer au même moment. Et à la fin, si on a une solution tout intégrée sur les deux, en l'occurrence la nôtre, on sera capable à terme donc de pouvoir avoir cette vision de l'entreprise par les risques avec le niveau de qualité. Concrètement, pour un processus, un risque, on peut connaître le niveau de qualité de l'information sur lequel on s'appuie pour évaluer les risques. Donc ça, c'est une vraie force. Et ensuite, si un outil de contrôle interne est déjà en place, eh bien, donc on va se connecter à l'outil et récupérer les contrôles et les associer aux données, ce qui permet d'avoir quasiment la même vision, pas avec autant d'efficience, mais quasiment la même. En fait, vous pouvez le prendre en compte ou non dans les DMR en fait de vos cartographies, les dispositifs de maîtrise des risques. Vous pouvez intégrer les résultats des contrôles de qualité des données ou l'exhaustivité, en fait, le fait que vous aviez prévu par exemple de réaliser 100 contrôles, est-ce que vous avez bien réalisé 100 contrôles? Et sur les 100 contrôles, enfin, ou sur les 50 contrôles sur les 5 que vous avez réalisés, quel est le niveau d'anomalie rencontré? Ça peut venir ensuite alimenter clairement
ce qu'on appelle le DMR, le dispositif de maîtrise des risques, qui permet de qualifier votre niveau de maîtrise du risque et donc d'obtenir votre risque résiduel, votre risque net en fonction de votre méthodologie au risque. Anne, peut-être, je ne sais pas si tu souhaites compléter là-dessus. Oui, éventuellement, c'est qu'aujourd'hui, à la Matmut, on a 2 outils différents pour la gestion des campagnes de contrôle de qualité de données et puis la gestion contrôle interne d'un autre. Et c'est effectivement des questions récurrentes des personnes qui effectuent ou qui viennent saisir ces résultats dans l'outil, d'éventuellement, en tout cas, ressentir de faire le travail en double, entre guillemets. Donc, c'est une réflexion qui est importante. Oui. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que tout à l'heure on parlait des sous-traitants. En fait, quand vous devez piloter vos sous-traitants importants et critiques, notamment en termes de risque, contrôle, etc., les retours qui vous sont faits par les sous-traitants en termes de dispositifs de gestion des risques, en termes de qualité des données et des vérifications que vous faites sur cette qualité des données, rentrent pleinement en fait dans la gouvernance de cette thématique-là, et donc pleinement dans l'évaluation des risques liés à ce sous-traitant. Et donc là, vous avez clairement la passerelle qui se fait très rapidement. Question, bonjour. Toto, oui, pardon, vas-y, je t'en prie. On avait déjà plus ou moins répondu. Bonjour, est-il possible de connecter l'outil Qualitad à d'autres outils de contrôle interne type eFront à travers notamment des API? Alors oui, clairement, on a chez Qualitad donc un module technique qui permet une connectivité simplifiée en mode SaaS. On se base sur la technologie Apache Kafka, donc est une technologie de place très grand, donc à large échelle. Et oui, ça permet de reprendre donc l'ensemble des résultats et même de la formalisation des contrôles, si bien qu'à la fin, on peut même rendre non modifiable l'ensemble du référentiel de contrôle dans la solution Qualitad en termes de formalisation qui se base sur un outil tiers. Anne, je pense que tu as déjà répondu à cette question. Travaillez-vous en collaboration avec le contrôle interne pour l'exécution de vos plans de contrôle data? Quelle synergie entre vos départements? Ouais. On est en lien, oui, on est en lien très régulier avec le contrôle interne et on a même des comités quasiment mensuels. Et en fait, on est représenté comme une filière de risque à part entière, en lien effectivement avec la direction des risques. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif entre les 2 entités. Une dernière question peut-être. Est-ce qu'il y a des guidance ou best practices de place sur l'identification des données critiques ou stratégiques? Dan, je peux te laisser répondre. Alors, pas à ma connaissance. En tout cas, pas en termes de données. C'est plus, enfin, ce que j'ai pu lire, c'est plutôt sur la notion d'information. Je fais le distinguo entre la notion d'information et la notion de données. Vous avez dans nombre d'organisations des systèmes C1, C2, C3, etc., de niveau de confidentialité, de niveau de criticité de l'information, avec, je pense un groupe pour lequel j'ai pas mal travaillé à un moment donné. Vous aviez vraiment derrière chacune de ces catégories une définition précise et chaque document derrière était qualifié comme tel. Par contre, sur la notion de données au sens données dans les tables, je n'ai pas vu en fait de documents. Je ne sais pas si Anne, tu as pu en voir, toi, de documents qui définissent ça. Est-ce que certains se seraient tentés à l'aventure? Non. Ouais. Alors, nous, on peut proposer une catégorisation des données stratégiques où dans la solution, on a un flag catégorie, donc de données stratégiques ou golden data. Mais effectivement, non, j'ai pas vu de document qui pointe, qui documente avec précision une information. En fait, c'est très… enfin, tout à l'heure, je disais que c'était très propre à chaque entreprise. Des données critiques,
Pour certains, vous allez avoir les données du personnel qui peuvent être critiques. Pour d'autres, ça peut ne pas l'être. Enfin, ça peut être très très différent. Vous pouvez avoir des données qui sont liées à des éléments concurrentiels, des éléments de tarification qui peuvent être considérés comme stratégiques pour certains et comme des données normales de business pour d'autres. Donc c'est vraiment très intuitif personnel et propre à chaque entreprise en fait de le définir. Donc, par contre, vous pouvez avoir un cadre qui vous aide à le définir et qui vous amène à vous poser les bonnes questions pour le faire. Et ça, c'est possible. Par contre, en effet, d'avoir un document qui le spécifie pour tout le monde, pour l'instant, non, et je suis pas sûr que ce serait pertinent d'en avoir. Ok, on arrive. Des questions, je crois. Oui, oui c'est ça, au terme. Et au bout du temps également, merci beaucoup à tous pour ces échanges. Un grand merci à Anne pour sa participation. Merci de m'avoir invité. Alors, on tient également à remercier l'ensemble des équipes de Qualitad et Mazars, Eddy, Margot, côté métier, donc Jenna, Émilie, côté marketing, pour l'organisation et la constitution de cette enquête assez volumineuse finalement. C'est un gros travail. Donc, merci à eux. Un grand merci et on se permettra de revenir vers vous, de communiquer vers vous pour avoir un retour sur comment vous avez trouvé cet échange, ce partage de ce benchmark. Et également, en fait, on s'interroge aussi sur les questions peut-être que vous souhaiteriez avoir lors de la prochaine édition de cette enquête. Est-ce qu'il y a des questions qu'elles vous pensez qui seraient intéressantes de creuser? Et donc, du coup, on va se permettre de vous envoyer un petit mail pour avoir également vos retours en la matière. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.